Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Geoffrey Tardelli, je travaille pour l'Institut de recherche technologique matériaux, métallurgie et procédés en tant qu'expert dans le domaine du traitement de surface et j'interviens dans cette école thématique sur la fabrication additive pour vous parler de post-traitement en fabrication additive et plus précisément de traitement de parachèvement ou de finition de surface. Le plan de secours s'articulera en trois parties. La première, où je reviendrai sur les spécificités des surfaces produites par fabrication additive, qui amène finalement la seconde partie de ce cours dédié au traitement de parachèvement. Et après quelques généralités, on parlera des différents types de procédés qu'on peut mettre en œuvre, parmi des procédés en voie aqueuse, des procédés mécaniques ou encore des procédés physiques. La dernière partie sera dédiée aux conclusions que l'on peut tirer de l'état des développements et des avancées sur les traitements de parachèvement en lien avec la fabrication additive. Et puis, surtout, on abordera les questions qui restent encore en cours aujourd'hui, à laquelle il faudra apporter des réponses dans le futur, autour des aspects finition de surface des pièces produites par fabrication additive. Alors, si on rentre dans le vif du sujet et qu'on s'intéresse d'abord à la spécificité des surfaces produites par fabrication additive, effectivement, l'élaboration de matériaux à partir de poudre, couche par couche, conduit à la production de pièces dont la surface va être caractéristique. On peut citer déjà une rugosité arithmétique de surface qui va être très importante, qui va être variable, comprise entre 5 et 40 microns. Classiquement, ça va dépendre du mode d'élaboration, de la poudre utilisée, des conditions d'élaboration. Mais outre cette rugosité de surface très importante, on a aussi une morphologie de rugosité qui va être variable en fonction de l'endroit où on se trouve sur la pièce. Et cette morphologie de rugosité va être pilotée finalement par l'orientation de fabrication. Ici, vous avez une représentation schématique d'une surface produite à 45 degrés, où on peut voir que d'un côté, on va avoir une majorité de zones arrondies sur le profil de rugosité, et de l'autre, une majorité de pics. Autre spécificité des pièces de fabrication additive, c'est la présence en extrême surface de particules partiellement fondues, que l'on peut voir sous la forme de petites sphères posées sur la surface. Et ces particules partiellement fondues peuvent présenter un risque de détachement en service, ce qui pourrait être problématique pour certaines applications. Et dernière spécificité, elle est plus liée au fait que la fabrication additive permet d'élaborer des pièces de géométrie complexe. Et qui dit pièces complexes dit aussi difficulté à mettre en œuvre des traitements de parachèvement efficaces en tout point de la pièce. Je rappelle aussi que l'état de surface d'une pièce influence de nombreuses propriétés fonctionnelles, telles que l'aspect, la brillance des pièces, mais aussi le comportement mécanique en fatigue, le transfert de chaleur, l'écoulement de fluide, le comportement tribologique. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de développer des traitements de parachèvement ou de finition de surface en vue du déploiement de la filière de fabrication additive en France et en Europe. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième partie de ce cours, donc sur les traitements de parachèvement, en réalité, pour améliorer l'état de surface de pièces de fabrication additive, on peut suivre deux stratégies. La première, c'est d'utiliser des procédés dits soustractifs, ce qui signifie pour obtenir un effet sur la rugosité de surface, on va devoir retirer de la matière. La conséquence directe est qu'on va avoir un impact dimensionnel plus ou moins marqué, qu'il faudra possiblement prendre en compte lors du dimensionnement des pièces. La deuxième voie possible est d'utiliser des procédés nivelants, où cette fois-ci, finalement, on va avoir un impact dimensionnel relativement faible et on va venir colmater en quelque sorte les porosités du profil de rugosité. Concernant les procédés de parachèvement en tant que tels, on peut les classer en trois catégories principales. La première va concerner les procédés dits en voie aqueuse. Alors, ça va être essentiellement dédié au traitement des matériaux métalliques. On a une autre famille de procédés, les procédés mécaniques, qui là peuvent s'appliquer à tout type de matériaux, et puis enfin les procédés physiques qui peuvent également être compatibles avec un certain nombre de matériaux, qu'ils soient métalliques ou polymères.
Le parachèvement, on le voit, est une thématique R&D qui est en forte croissance, comme le montre le graphique sur la diapositive, où on voit l'évolution du nombre d'articles et de brevets relative au parachèvement de pièces, où on voit que ce nombre est en croissance rapide ces dernières années. Et cette évolution du nombre d'articles en lien avec le parachèvement est étroitement liée au développement de la fabrication additive. Alors, si maintenant on s'intéresse plus en détail aux procédés, et en commençant par les procédés en voie aqueuse. Finalement, ces procédés-là consistent à immerger les pièces métalliques dans une cuve de traitement qui va contenir un électrolyte adapté à la nature du matériau, avec ou sans assistance électrique. On distingue aujourd'hui 4 procédés majeurs qui font l'objet et qui sont encore à l'étude en ce qui concerne leur possibilité de parachèvement de pièces de fabrication additive. Le polissage chimique, le polissage électrochimique, le polissage électrolytique plasma ou l'application de revêtements nivelants. Pour des questions de timing, j'évoquerai essentiellement dans ce cours le polissage chimique et le polissage électrolytique. Le polissage chimique, son principe est relativement simple, c'est de forcer la dissolution sélective des sommets du profil de rugosité de surface d'une pièce, de sorte à produire une amélioration de cette surface et donc une diminution de la rugosité de surface. Le petit schéma de droite explique ce propos, où finalement on va essayer d'avoir une vitesse V1 qui correspond à la vitesse de dissolution du pic du profil, qui va être supérieure à la vitesse de dissolution de la vallée du profil, caractérisée par la valeur V2. Pour dissoudre un matériau métallique, on va jouer sur des réactions dites d'oxydation et de complexation. En effet, dans le cas des matériaux facilement attaquables par voie chimique, c'est le cas des alliages d'aluminium, le métal va réagir avec un oxydant présent en solution, de sorte à produire des ions métalliques solubles, et donc ainsi générer un enlèvement de matière sur la pièce. Dans le cas des matériaux résistifs, ça va concerner les alliages base-nickel, les alliages de titane, la réaction avec l'oxydant présent dans la solution ne va pas produire des cations métalliques en solution, mais va produire une fine couche d'oxyde métallique en surface. Et pour permettre de solubiliser le métal oxydé, on va devoir utiliser des agents complexants. Ici, vous avez un exemple avec les ions chlorures, qui sont connus pour être des agents complexants de la quasi-totalité des métaux de transition, où finalement les chlorures vont capter le métal oxydé en formant des complexes solubles cette fois-ci, et donc générer un enlèvement de matière sur la pièce. L'action sélective du traitement dépendra essentiellement de la viscosité de la solution. Et cette viscosité, on peut la piloter bien évidemment avec la composition chimique de la solution en elle-même, c'est le paramètre d'ordre 1, mais également en jouant sur la température d'utilisation et sur le temps de traitement. Et l'efficacité du procédé de polissage dépendra aussi du vieillissement de la solution, puisque au fur et à mesure des traitements, on va enrichir la solution en métal dissous et appauvrir la solution en réactif d'attaque. Donc ce sont des paramètres à prendre en compte dans le cadre du polissage. Ici, vous avez un exemple concernant les alliages de titane, qui sont, qui sont une famille de métaux résistants chimiquement. Et donc, pour pouvoir les polir, il faut que l'on combine un effet oxydant qui va être joué par un acide, matérialisé par un rond doré ici sur le schéma, et par des agents complexants matérialisés par un rond violet. La première étape, finalement, est l'oxydation du titane par l'acide de la solution, de sorte à former une fine couche d'oxyde de titane matérialisée en vert sur le schéma. Une fois que le titane est oxydé, ce titane pourra réagir avec les agents complexants présents dans le milieu, de sorte à former un complexe de titane qui va être soluble et qui va diffuser dans la solution, comme on peut le voir avec l'apparition des ronds verts sur le schéma. Comme on a modulé la viscosité de la solution, cet effet va être marqué sur les sommets du pic de rugosité qui vont finalement mettre à nu le métal localement, comme on peut le voir sur la diapositive. Une fois que ce métal est mis à nu, il va de nouveau réagir avec l'acide présent en solution, de sorte de reformer notre couche d'oxyde de titane, et les agents complexants vont pouvoir venir capter le titane et produire des complexes de titane solubles. En répétant ces opérations en fonction du temps de traitement, on va générer la dissolution du métal, la dissolution sélective du métal, et obtenir un effet sur la rugosité de surface.
Et ici, un exemple qui illustre mon propos concernant l'alliage de titane Ta6V produit par fabrication additive. On peut voir sur le graphique l'évolution de la rugosité arithmétique en fonction du temps d'immersion dans la solution de polissage chimique. Et on peut voir que pour des temps de 25 à 30 minutes, on obtient des rugosités de l'ordre de 2 à 3 microns globalement. Et ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que l'efficacité du traitement semble indépendante de l'orientation de fabrication, dans la mesure où les surfaces upskin et downskin tendent vers la même valeur, alors qu'au départ, on avait un écart significatif entre les deux surfaces. Par ailleurs, on voit aussi que les particules partiellement fondues disparaissent assez rapidement, sont éliminées dès 2 minutes de traitement, comme on peut le voir sur l'image réalisée en microscopie électronique en surface des pièces en titane. Maintenant, si on s'intéresse à l'enlèvement matière, on voit que l'évolution est linéaire en fonction du temps de traitement, ce qui veut dire que pour obtenir un effet de polissage donc il faut laisser immerger entre 20 et 30 minutes, et on voit que ça correspond à des enlèvements matière compris entre 150 et 300 microns. Ce n'est pas négligeable et il faudra prendre en compte ces valeurs-là dans le dimensionnement des pièces avant fabrication. Si on s'intéresse maintenant au polissage électrolytique plasma, qui est un autre procédé de parachèvement possible, ici la différence par rapport au polissage chimique, c'est qu'on utilise le courant, une assistance électrique. Donc la pièce est polarisée à l'anode, dans un électrolyte aqueux, qui est peu concentré, c'est important de le préciser si on compare au polissage électrochimique conventionnel qui va utiliser des solutions très acides. On n'a pas besoin de cathode de forme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que la cathode épouse la forme de la pièce à traiter pour avoir un effet significatif sur le polissage. Et on a des temps de traitement qui sont généralement courts de quelques minutes, à quelques dizaines de minutes maximum. On distingue 4 grandes étapes dans ce procédé. La première, c'est que dès que j'applique un courant sur ma pièce, je vais produire du dioxygène, je vais oxyder l'eau, tout simplement, présent dans l'électrolyte. Et le passage du courant va générer une augmentation de la température localement, par effet Joule, tout simplement. Et cet échauffement local va aboutir à la formation d'une fine gaine de vapeur autour de la pièce. Cette fine gaine de vapeur constitue un diélectrique, finalement, il va s'opposer au passage du courant. Si je continue à polariser ma pièce, je vais aboutir à la ionisation, finalement, de cette gaine de vapeur, avec l'apparition d'un plasma qui va être caractéristique à la fois de l'électrolyte et du matériau que je suis en train de traiter. Et ça se matérialise généralement par l'apparition d'arcs électriques dans le process. Et si je répète ces différentes étapes, je vais aboutir à un lissage de ma surface et donc à une diminution de la rugosité de surface. Il y a encore pas mal de débats sur les mécanismes de polissage, tout simplement parce que c'est une technologie relativement récente. Et aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a à la fois une action chimique, donc une dissolution provoquée par l'électrolyte, une action électrochimique, une dissolution du matériau provoquée par le courant appliqué, et une action thermique. Du fait de la création d'un plasma, on peut imaginer que les températures d'interface sont très élevées jusqu'à pouvoir générer une fusion locale de l'échantillon. C'est probablement la combinaison de ces 3 mécanismes qui explique l'effet de polissage observé avec cette technologie. Récemment, il y a eu quelques communications sur des pièces de fabrication additive concernant le polissage électrolytique plasma de pièces en alliage d'aluminium et en alliage de titane. Ici, vous avez l'exemple concernant l'alliage d'aluminium à S7G06, où on peut voir dans le tableau clairement l'influence de la tension appliquée sur le process, puisqu'on peut atteindre jusque 3 microns pour la tension la plus élevée de rugosité, et tout ça avec des temps de traitement très courts, puisqu'on est inférieur à 10 minutes. Concernant un autre exemple, ici vous est illustré, sur le titane cette fois-ci, l'alliage le Ta6V, où on voit l'évolution de la rugosité en fonction du temps de traitement. On suit une évolution asymptotique comme c'était le cas pour le polissage chimique précédemment présenté, en fonction du temps de traitement, et on atteint des rugosités finales autour de 3 microns, globalement, après 40 minutes de traitement. Là encore, comme pour le polissage chimique, on voit que ce procédé semble indépendant de l'orientation de fabrication, puisque les surfaces upskin et downskin tendent vers les mêmes valeurs de rugosité finale.
Si on fait un petit bilan de ces deux, bilan comparatif de ces deux procédés, on peut dire que le polissage chimique est intéressant parce que ne nécessite aucun outillage, il suffit d'immerger la pièce finalement dans la solution. Donc on va avoir un effet plutôt homogène, on va avoir assez peu d'hétérogénéité de traitement. En revanche, ça nécessite un électrolyte par matériau, voire par nuance d'alliage, hein, clairement. C'est relativement peu adapté pour la finition dans le sens où on va plafonner en rugosité entre 3 et 5 microns en fonction des matériaux. Ça nécessite d'utiliser des solutions agressives. Clairement, on est sur des solutions très acides qui peuvent présenter un risque d'utilisation. Et puis, on a des enlèvements matière, on l'a vu, qui sont relativement importants, qu'il faudra considérer lors du dimensionnement des pièces. Concernant le polissage électrolytique plasma, il y a eu des avancées récentes concernant les alliages d'aluminium et de titane. On peut également mettre en œuvre ce procédé pour des aciers inoxydables ou des alliages base nickel. Il n'y a pas forcément besoin de contre-électrode de forme, contrairement au polissage électrochimique conventionnel. Par contre, comme pour le polissage chimique, on a besoin d'un électrolyte par matériau, voire par nuance d'alliage. L'accessibilité du plasma reste limitée aujourd'hui dans les pièces présentant de multiples canaux internes ou des corps creux, ce qui en fait une techno peu adaptée pour ce type de pièces. Et puis, comme pour le polissage chimique, on a malgré tout des enlèvements matière relativement importants, hein, et on peut avoir, en fonction de la complexité géométrique de la pièce, des déformations géométriques localisées sur les pièces. Si on s'intéresse maintenant à une deuxième grande famille de procédés de finition de surface, les procédés mécaniques, on distingue aujourd'hui 4 procédés majeurs, on va dire, qui font l'objet de communication, en tout cas sur le parachèvement de pièces de fabrication additive. On a beaucoup de choses autour du sablage, du microbiage ou du grenaillage, finalement, qui consiste à projeter au moyen d'une buse des abrasifs sur la surface de notre pièce. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ce sont des techniques classiques aujourd'hui, et par contre le gain en rugosité reste malgré tout relativement limité, on plafonne autour de 7-8 microns en général de rugosité. Un deuxième grosse famille de procédés de parachèvement, c'est tout ce qui tourne autour de la tribofinition. On le verra, je vais le détailler plus en détail par la suite, constitue un enjeu assez important pour la fabrication additive. On a un autre procédé, le procédé Abrasive Flow Machining, ou AFM, qui est, alors je le précise ici parce que ça reste un procédé très intéressant pour justement les pièces comprenant des corps creux, des canaux internes. Finalement, ici, on va placer la pièce dans l'outillage ici au centre de l'équipement, et on va forcer le passage d'une pâte abrasive. Vous avez une illustration du type de pâte que l'on peut utiliser. Et forcément, on va avoir un effet très significatif sur les canaux internes. En revanche, on ne peut pas traiter toutes les surfaces d'une pièce avec ce procédé-là. Voilà. Par contre, pour des pièces avec des canaux, ça reste un procédé aujourd'hui relativement intéressant. Et puis, on voit pas mal de choses apparaître autour du jet d'eau à ultra haute pression, technologie connue pour faire de l'usinage, de la découpe, mais on voit apparaître des choses sur ces technologies pour faire du polissage. Alors là encore, un peu comme pour les procédés de sablage ou de microbiage, on a tendance à plafonner en rugosité à un retour de 4-5 microns. Voilà, donc ça existe, mais ce n'est pas forcément suffisant pour obtenir complètement satisfaction. Et dans le cadre de ce cours, je vais me focaliser sur les procédés de tribofinition qu'on va évoquer ensuite. Alors, les procédés de tribofinition constituent finalement une famille de solutions techniques qui permettent d'améliorer la rugosité, la micro-rugosité, d'ébavurer, d'arrondir les arêtes, d'induire des contraintes résiduelles de compression et d'augmenter la dureté superficielle. Ce sont des technologies très anciennes aujourd'hui qui sont largement implantées dans l'industrie et utilisées, je dirais, couramment. Concrètement, les pièces que l'on souhaite traiter sont introduites dans une enceinte, dans une cuve de traitement qui contient des abrasifs. Cette enceinte est mise en mouvement, soit de type vibratoire, soit de type rotation, et l'effet de polissage est obtenu finalement par l'abrasion des crêtes du profil de rugosité et le remplissage des vallées, comme c'est illustré sur le schéma de gauche sur la slide, mais aussi par déformation plastique des crêtes sous l'action compressive des médias. C'est le cas illustré à droite sur la diapositive. Concrètement, l'évolution des critères de topographie, en particulier la rugosité, va dépendre
du type d'équipement qui va générer la cinématique de mouvement entre les abrasifs et les pièces, des conditions de traitement, la vitesse de rotation par exemple, la durée de traitement, mais aussi de l'abrasif, sa composition chimique, sa forme, sa concentration dans la cuve. On peut également y ajouter des additifs. Aujourd'hui, on ajoute beaucoup d'additifs qui sont là pour évacuer les copeaux de matériaux produits lors du traitement, mais on peut imaginer aussi des additifs liquides qui vont contribuer à l'enlèvement matière. Dernier point important, le mode de tenue des pièces. Est-ce que ces pièces sont laissées libres dans l'enceinte ou est-ce qu'elles sont fixées? C'est un paramètre aussi important sur l'efficacité du procédé. Si on s'intéresse plus en détail sur la famille de mouvements et les équipements qu'on peut trouver dans les procédés de tribofinition, on trouve en gros 4 grandes familles. Les vibrateurs circulaires, les centrifugeuses à fond tournant, les centrifugeuses satellitaires et la smurithropie. Concernant les vibrateurs circulaires, on va être sur un mouvement de type vibratoire. Les vibrateurs circulaires sont les équipements les plus répandus dans l'industrie aujourd'hui. On les utilise aussi bien pour des opérations d'ébavurage que pour du polissage en vrac, c'est-à-dire que les pièces sont laissées libres dans l'enceinte. Le mouvement de vibration de ces équipements génère une rotation spiralée des abrasifs à l'intérieur de la cuve de traitement. L'inconvénient de ces équipements par rapport à des pièces de fabrication additive, finalement, il tient à l'importance des temps de cycle, du fait de la très haute rugosité initiale de nos pièces et du fait qu'on a une faible vitesse relative entre les abrasifs et les pièces à polir. Donc pour les pièces de fabrication additive, on va plutôt s'orienter sur des centrifugeuses satellitaires, où là on va être plutôt sur un mouvement rotatif. Ce mouvement rotatif à grande vitesse va avoir l'avantage de procurer une énergie très importante aux abrasifs, ce qui va permettre de réduire significativement la durée des opérations. Tout ça parce qu'on va créer une vitesse relative entre les abrasifs et les pièces beaucoup plus élevée que dans le cas des vibrateurs. L'énergie générée par ce type d'équipement aux médias permet d'utiliser des abrasifs de plus petite dimension, ce qui va être particulièrement intéressant pour traiter des zones difficilement d'accès. C'est pourquoi les centrifugeuses satellitaires constituent aujourd'hui un procédé de choix dans le cas du parachèvement des pièces produites par fabrication additive. Et là, sur la diapositive, vous avez un exemple de 2 centrifugeuses satellitaires, l'une qui va être à axe horizontal et l'autre qui va être à axe oblique. Tout ça va avoir une incidence sur le type de mouvement et sur la vitesse relative entre les médias et la pièce à polir. Dernière famille de procédés, la smurithropie. Ici, on est toujours sur un mouvement rotatif. Par contre, cette fois-ci, la pièce à polir va être fixée mécaniquement, généralement sur un bras robotisé. Cette pièce va être mise en rotation dans un lead média, qui est matérialisé en jaune ici sur le petit schéma. L'avantage de cette technique réside, on va éviter les chocs entre les pièces, puisqu'on tient, les pièces sont fixées cette fois-ci, donc on évite les chocs. Et en plus, on va maximiser les effets d'enlèvement matière et donc, in fine, avoir un impact sur la rugosité de surface beaucoup plus rapidement que sur les autres procédés. En revanche, ça reste une technique coûteuse parce qu'il faut des outillages spécifiques, et ça reste une techno qui est peu adaptée aujourd'hui au traitement de corps creux, puisque l'effet de centrifuge, finalement, a tendance à plutôt rejeter les médias sur la périphérie des pièces et finalement n'avoir quasiment aucun effet sur les zones internes. Concernant les abrasifs, c'est un autre volet très important. On va les choisir en fonction de l'objectif recherché. Est-ce qu'on veut de l'ébavurage, du polissage, du brillantage? Donc ça va nous définir la nature de l'abrasif que l'on va choisir. Est-ce qu'on va utiliser de l'alumine? Est-ce qu'on va utiliser du carbure de silicium, du diamant? Voilà, par exemple. La taille et la morphologie des pièces vont, quant à eux, définir la forme et les dimensions des abrasifs que l'on va utiliser. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la mise au point des procédés de tribofinition se fait dans la plupart des cas par des essais itératifs, qui est basé sur l'expérience des principaux acteurs de l'industrie. Il n'y a pas de recette universelle aujourd'hui qui existe pour traiter les pièces de fabrication additive. C'est vraiment du cas par cas, ça tient compte de la géométrie, de la nuance du matériau et des zones à traiter. Ici un exemple réalisé avec une centrifugeuse satellitaire sur des pièces de fabrication additive métalliques, où on peut voir clairement l'effet, puisqu'on on obtient des valeurs de rugosité finale
inférieurs à 1 micron ou autour de 1 micron. Par contre, pour obtenir ces résultats-là, il faut des temps de traitement. Ici, dans ce cas présent, c'était plus de 11 heures pour arriver à ce résultat-là. Si on a des temps de traitement très longs dans un procédé où l'efficacité repose sur des impacts entre des abrasifs et une pièce, forcément, on va générer des effets négatifs, à savoir l'incrustation de médias abrasifs à la surface des pièces, comme illustré sur l'image microscopique de gauche. Donc ça peut être problématique pour certaines applications. Et on va aussi provoquer des déformations géométriques très marquées. Ici, clairement, sur une éprouvette de géométrie simple, on voit clairement un arrondissement marqué des angles vifs. Là encore, ça peut être problématique en fonction du design de ma pièce. Néanmoins, les procédés de tribofinition constituent aujourd'hui une famille de solutions particulièrement intéressantes pour les pièces de fabrication additive. Idéalement, ces procédés-là sont plutôt des procédés de finition, donc s'adapteraient beaucoup mieux sur un état intermédiaire qui aurait été pré-poli avec une autre technologie, par exemple, parce qu'on va pouvoir limiter les temps de traitement et donc limiter les risques de déformation géométrique des pièces. On voit aussi qu'il y a pas mal de développement en cours, pas mal de recherches autour de ces procédés-là, de sorte à développer des procédés adaptés ou principalement conçus pour les pièces de fabrication additive. On voit par exemple apparaître un certain nombre de propriétés ou de technologies propriétaires. On peut citer le procédé MMP pour Micro Machining Process, qui a été développé et breveté par la société Best in Class et qui donne des résultats aujourd'hui relativement intéressants sur des pièces de fabrication additive. On voit aussi apparaître des travaux sur l'hybridation chimie abrasive, c'est-à-dire utiliser la chimie comme une aide au polissage dans le procédé de tribofinition. La combinaison média abrasif ou porteur, on appelle aussi porteur abrasif. L'idée ici est de coupler des particules de très haute masse volumique à des abrasifs qui généralement ont des masses volumiques beaucoup plus faibles, de sorte à pouvoir réduire la taille des abrasifs, mais maintenir malgré tout leur efficacité en termes d'abrasion. Ça va permettre d'aller traiter des géométries plus fines, des zones plus difficiles d'accès. Donc il y a pas mal de choses qui se font autour de ces synergies-là. Je termine cet état des lieux sur les traitements de parachèvement en abordant les procédés physiques, avec ici l'exemple du polissage laser. Les technologies laser sont largement utilisées dans l'industrie aujourd'hui pour réaliser des soudures, pour texturer des surfaces, voire même pour décaper certains revêtements. En revanche, le polissage laser reste un procédé relativement récent, moins de 10 ans, et forcément, il y a encore peu d'applications industrielles aujourd'hui. Malgré tout, le polissage laser reste un procédé flexible dans la mesure où le traitement peut être localisé et réalisé sur une large gamme de matériaux. On peut envisager 3 méthodologies de polissage laser. La première, par ablation de larges surfaces, finalement consiste à décaper la pièce sur plusieurs dizaines de micromètres, voire centaines de micromètres, de sorte à produire un effet sur la rugosité de surface. On peut imaginer le polissage par ablation localisée, où cette fois-ci on va agir exclusivement sur les aspérités du profil de rugosité, décaper localement. On aura un effet sur le dimensionnel de la pièce plus limité que dans le cas de l'ablation par large surface. Enfin, on peut imaginer le polissage laser par refusion, où là, on va utiliser un laser pulsé ou continu pour refondre le matériau en surface, sur une épaisseur qui est comprise entre 10 et 100 microns, et les pics liquéfiés vont s'écouler par gravité dans les vallées du profil de rugosité et ainsi combler les porosités et conduire à un effet de nivellement de la surface. Ici, vous avez un exemple d'application du polissage laser par refusion à des pièces métalliques produites par fabrication additive. On peut constater que ce procédé permet de diminuer drastiquement la rugosité de surface des pièces métalliques et permet d'atteindre, comme pour la tribofinition que l'on a vu précédemment, des valeurs de rugosité arithmétique RA autour de 1 micromètre. Et tout cela sans impact dimensionnel dans la mesure où il s'agit de polissage par refusion. Attention tout de même, un petit bémol concernant le traitement des alliages d'aluminium, où les phénomènes de réflexion du laser à la surface sont plus marqués que pour les autres matériaux, ce qui peut conduire à des endommagements prématurés de la tête laser lors des traitements.
Notre intérêt de ce polissage laser par effusion, c'est que ça reste un procédé adaptatif, c'est-à-dire que comme en usinage, l'état de surface obtenu peut être variable en fonction du besoin. Vous avez un exemple ici sur un alliage de titane Ta6B, on a un état initial où on a une rugosité arithmétique de l'ordre de 34 microns au départ. On voit qu'on peut produire 3 états ici intermédiaires, un à 10 microns, un autour de 7 et un autour de 2,7. Voilà. À chaque fois avec aucune décote observée. Donc ça veut dire qu'on peut, en fonction du besoin, adapter la réponse et, en tout cas, adapter la paramétrie laser de sorte à générer le bon état de surface recherché. Malgré tout, le polissage laser a quelques inconvénients. Premièrement, le polissage laser ne peut être mis en œuvre qu'à partir du moment où les zones à polir sont accessibles par la tête laser. De plus, la refusion surfacique sous l'effet du laser crée d'un point de vue métallurgique une zone affectée thermiquement dans laquelle des fissures peuvent apparaître. Vous avez une illustration sur un acier inoxydable ici où on voit clairement des fissures apparaître dans la zone affectée thermiquement. Et le problème de ces fissures qui vont apparaître, c'est qu'elles vont être préjudiciables pour le comportement en fatigue des pièces parachevées par laser. Vous avez une publication récente ici qui compare l'influence de différents post-traitements sur la durée de vie en fatigue de pièces en titane produites par fabrication additive, et on voit que les pièces qui ont été traitées par polissage laser ont la limite d'endurance la plus faible, et même inférieure à l'état brut de fabrication additive, qui correspond aux petites croix vertes sur le graphique. On en arrive à la conclusion de ce cours, et on va aborder les questions en suspens autour de la finition de surface. Si on s'intéresse à la synthèse des possibilités offertes par les principales technologies de parachèvement, à la fois en termes de nuances de matériaux, de gamme de rugosité atteignable, d'accessibilité des procédés par rapport à des complexités géométriques de type canaux internes ou corps creux, et aussi en termes d'impact sur le dimensionnel des pièces, on voit clairement que les procédés en voie aqueuse, que ce soit le polissage chimique ou le polissage électrolytique plasma, permettent d'atteindre des rugosités autour de entre 3 et 5-6 microns de rugosité de surface. On voit aussi qu'on a des enlèvements matière dans le cas du polissage chimique, par exemple, qui sont relativement importants, qui nécessitent d'être considérés dans le dimensionnement des pièces. Le polissage chimique a un avantage, c'est qu'on peut aller traiter des pièces avec des canaux internes ou des corps creux, puisque l'électrolyte finalement va aller partout, va diffuser partout, et donc on aura un effet relativement homogène de traitement sur toute la surface d'une pièce. Concernant le polissage électrolytique plasma, on a eu des avancées récemment sur les alliages d'aluminium et de titane, ce qui est une nouveauté par rapport à ce procédé. Par contre, on va avoir clairement des limites aujourd'hui sur le traitement de canaux internes, puisqu'on n'arrivera pas à former le plasma à l'intérieur de ces canaux. Concernant la tribofinition, c'est un procédé qui s'adapte à tout type de matériaux. On peut atteindre des rugosités très faibles, de l'ordre du micron ou inférieur. En revanche, on a clairement vu qu'il y avait un impact déformation géométrique pour les pièces qui nécessitaient des temps de traitement très longs. Et pour le traitement de canaux internes, aujourd'hui, force est de constater que ces solutions de tribofinition sont peu adaptées pour traiter les canaux internes. Concernant le polissage laser, comme pour la tribofinition, on peut atteindre des rugosités finales, je dirais adaptées à la demande et relativement faibles, possible, inférieures à 1 micron. On n'a quasiment pas d'impact si on utilise, pas d'impact dimensionnel si on utilise le polissage laser par effusion. En revanche, on peut avoir aussi un arrondissement des arêtes vives du fait de la refusion locale. Et puis forcément, pour traiter des canaux internes, si la tête laser ne peut pas passer à l'intérieur, on ne pourra pas polir les canaux internes. Donc on le voit, globalement, on ne peut pas parachever toutes les typologies de pièces en termes de nuances de matériaux et de géométrie avec une seule et même technologie. On voit également que certaines technologies, telles que le polissage électrolytique, le polissage plasma électrolytique ou encore la tribofinition, se positionnent davantage comme des traitements de finition peu ou pas adaptés au traitement des états bruts de fabrication additive. Donc en fonction des niveaux de rugosité et des tolérances dimensionnelles souhaitées par l'industriel, il est possible de devoir recourir à des combinaisons de plusieurs technologies pour permettre de répondre aux besoins.
Ici, vous avez un exemple de combinaison sur un alliage de titane qui a été poli chimiquement dans un premier temps, puis traité avec un procédé de finition propriétaire, dont je ne vais pas détailler le principe ici, mais on voit clairement l'effet de finition généré par le procédé de traitement. Enfin, il y a encore pas mal de questions autour de la finition de surface des pièces produites par FA. La principale, je dirais, la plus importante, c'est quel est l'impact de ces post-traitements sur les propriétés fonctionnelles des matériaux produits par fabrication additive, tels que le comportement fatigue, le comportement tribologique, l'écoulement de fluide, le transfert de chaleur. Il y a bien sûr beaucoup d'études dans la littérature sur l'influence de la rugosité de surface, mais ce n'est pas forcément en lien avec des pièces produites par fabrication additive, et encore moins avec des pièces produites par fabrication additive et parachées avec différentes technologies de finition. Vous avez différents exemples. À gauche, c'est l'influence de la rugosité sur le comportement tribologique d'un alliage d'aluminium silicium. Au centre, c'est l'influence de la rugosité de surface sur la limite d'endurance d'un alliage base nickel. Et puis à droite, vous avez l'influence de la rugosité de surface sur le transfert de chaleur entre deux pièces. On peut voir effectivement que la rugosité a un rôle majeur dans tous les cas, mais on n'a pas forcément ce lien réalisé avec les pièces de fabrication additive. D'autres questions résident également. On peut citer tout simplement la compatibilité des surfaces parachevées avec les traitements fonctionnels qui sont classiquement mis en œuvre dans l'industrie. Je pense notamment à la passivation des aciers inoxydables ou à l'anodisation des alliages d'aluminium. Est-ce que les traitements qui sont aujourd'hui appliqués sur des matériaux usinés, forgés, peuvent s'appliquer sur les surfaces produites par fabrication additive et parachevées avec différents procédés de finition? La compatibilité des procédés de parachèvement avec les différentes nuances de matériaux reste une question importante. Est-ce que le polissage chimique de l'alliage d'aluminium S7G06 va être adapté au traitement du scalmalloy? Idem pour les alliages de titane, le TA6V qui est un matériau biphasé et le T40 qui va être un matériau monophasé. Est-ce que la solution va être adaptée? Idem pour les différents alliages base nickel que l'on peut produire par fabrication additive. Dernier point important, on va avoir besoin de grandir, je dirais, autour de ce sujet-là, c'est de développer la modélisation numérique de sorte à être capable de prédire les enlèvements matière en fonction de la géométrie de la pièce et du procédé de parachèvement utilisé. Ce sera fondamental pour aider au design des pièces et ce sera une étape clé pour pouvoir choisir aussi le procédé de parachèvement par rapport à une typologie de pièces donnée. Voilà, j'en ai fini pour ce cours. J'espère vous avoir donné une vision assez globale de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de parachèvement de pièces produites par fabrication additive. Vous trouverez les références bibliographiques qui ont été utilisées pour construire ce cours. Et puis, je vous ai mis aussi en annexe aujourd'hui sur les procédés, les principaux procédés de parachèvement qui sont étudiés par rapport à la fabrication additive, les différents acteurs qu'on peut trouver, acteurs industriels que l'on peut trouver aujourd'hui et qui peuvent proposer des solutions en lien avec ces différents procédés. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre lors des sessions prévues au mois de mai.